Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour découvrir du contenu juridique de qualité et à la cool, dans un esprit léger. On s'appelle Legal Club Sandwich puisqu'on vous donne rendez-vous 2 fois par mois le jeudi à midi pour 45 minutes où on va parler de sujets juridiques, mais pas trop, et tout ça dans un esprit très détente. Pour me présenter, donc, je m'appelle Thibaut Caoudal, je suis un des cofondateurs de Leeway, qui est une legal tech dans le domaine de la gestion des contrats qui aide les juristes à avoir une bonne maîtrise des risques juridiques et financiers en ayant un meilleur suivi sur leurs contrats. Voilà. Et pour mener à bien cette émission, je suis accompagné de mes 2 chroniqueurs, sans qui tout ça ne serait pas possible, qui sont en pleine forme, comme toujours. Audrey, Pierre, comment ça va? Au taquet. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous. Ça va très très fort aujourd'hui, Thibaut, mais j'en dirai plus tout à l'heure. Génial. Est-ce que vous voulez vous présenter tous les deux? Oui, avec plaisir. Alors, pour ma part, donc Audrey Deléry, je suis manager au sein du cabinet Fed Legal, qui est leader dans le recrutement de juristes, de fiscalistes, d'avocats pour un tout tas de clients très, très sympas de tout secteur d'activité. Et moi, je suis plus particulièrement spécialisée sur l'industrie et les services, les grands groupes, les startups, et avec une équipe absolument formidable. Et en plus de ça, j'ai plein de projets, notamment un avec Pierre Landy ici présent, qui est le Fleet Network pour French Lawyers in Tech. On a fêté nos 2 ans et on réunit aujourd'hui plus de 280 juristes dans la tech et en start-up. À toi, Pierre. Merci beaucoup, Audrey. Bon, alors déjà, pourquoi je suis de bonne humeur aujourd'hui? Puisque tu parles de Fleet Network, il y a quand même 2 annonces qui me font hyper plaisir, que je veux reconnaître. On a quand même Believe qui est rentré à l'Euronext. Ça, c'est quand même incroyable. Et donc, on va suivre ça avec attention, mais c'est génial pour la French Tech. Et puis, vous le savez, enfin, je vais vous le dire, je suis un ancien de Ledger. J'ai monté l'équipe juridique chez Ledger qui vient aujourd'hui de faire une levée extraordinaire et qui est maintenant valorisée à 1,5 milliard et c'est une des nouvelles licornes. Donc, on rejoint ton groupe. Charlotte. Et puis voilà, qui je suis? Je suis avocat au barreau de Paris et je suis cofondateur de l'Alliance ANCO. L'Alliance ANCO, ce sont des avocats qui fonctionnent comme des juristes externalisés dans tous les pays où nous sommes et principalement Italie, France, Allemagne, UK et Espagne. On est tous des ex de Yahoo. Et pour ma part, maintenant, ce que je fais personnellement, c'est que j'accompagne des directeurs juridiques, notamment en start-up, mais pas que, à développer leur leadership en tant qu'exécutive mentoring et je les accompagne dans leur croissance et dans leur développement. Voilà ce que je fais. À toi, Thibaut. Merci à tous les deux. Et donc, pour passer à la présentation de l'émission du jour, donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Charlotte Dedrezy, qui est Head of Legal chez Mano Mano, et on va parler d'un thème qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est hyper important et intéressant. C'est pour ça qu'on a choisi de faire appel à Charlotte aujourd'hui, entre autres. C'est la relation entre juriste et avocat, et on va essayer de partager tes conseils, Charlotte, pour créer un binôme de choc, toi qui es un petit peu passé par les deux mondes. Déjà, peut-être pour commencer, comment ça va, Charlotte? Eh bien, écoute, très bien, merci beaucoup. Ravie d'être là et merci à vous 3 de m'avoir convié au Legal Club Sandwich. Voilà. C'est un grand plaisir, un grand plaisir. On est super content de t'accueillir. Peut-être que tu veux dire un mot sur ton parcours pour commencer, pour te présenter un petit peu, donner du contexte avant qu'on passe aux questions. Oui, tout à fait, avec plaisir. Peut-être déjà je vais introduire Mano Mano rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Mano Mano, c'est une marketplace qui est spécialisée dans le bricolage, le jardinage et l'ameublement. Elle a été créée en 2013 par Philippe de Chanville et Christian Resson. C'est une entreprise française. Et aujourd'hui, on a 700 salariés. On opère dans plusieurs pays, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le UK et l'Espagne. Et on a plus de 3600 marchands qui sont référencés sur la plateforme. Voilà. Donc, moi, je suis arrivée chez Mano Mano en 2018, où j'ai créé la direction juridique, qui n'existait pas à l'époque. Et au préalable, j'ai commencé mon parcours en fait chez Lagardère Active, donc en entreprise. J'étais dans le service presse. J'avais un portefeuille de titres, c'était surtout de la presse people à l'époque dont j'étais en charge. Et donc, du coup, j'avais une forte activité contentieuse où je recevais à peu près, on recevait peut-être 5 ou 6 assignations par semaine. Voilà, pour vous donner une idée de la volumétrie contentieuse. Et ensuite, je suis très vite passée sur le numérique, notamment au sein du groupe où j'étais sur les pure players, donc Doctissimo, leguide.com, que vous connaissez peut-être pour les plus connus, avant de rejoindre le cabinet d'avocats où là, j'ai fait plusieurs cabinets différents, notamment
un cabinet spécialisé dans la santé électronique avant de revenir plutôt sur tout ce qui était IP-IT et data protection. Voilà. Et donc, pour en revenir du coup à notre sujet d'aujourd'hui, moi, j'ai eu un profil un peu atypique parce que j'ai commencé par l'entreprise avant de rejoindre le cabinet et je suis retournée en entreprise. Généralement, les gens font plutôt le contraire. Ils commencent par le cabinet puis ils partent en entreprise. Ce parcours-là, pour moi, il a été très enrichissant parce que du coup, quand je suis arrivée en cabinet, j'avais une très bonne compréhension finalement des attentes et des besoins du client. Et donc, ça m'a beaucoup aidé, moi, dans le développement de ma clientèle et aussi sur les livrables que j'ai pu donner aux clients. Et ensuite, quand je suis passée donc directrice juridique chez Mano, le fait d'avoir été avocat avant, ça m'a permis de mieux cadrer aussi, moi, mes relations avec les avocats au quotidien chez Mano. Voilà. Parfait. Bah, écoute, merci pour cette intro. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer, à ton avis, pourquoi c'est important de créer un binôme de choc, justement, entre les juristes et les avocats? Oui, bien sûr. Alors, c'est fondamental, en fait, parce que déjà, on a besoin d'eux. On est complémentaires. On ne peut pas tout internaliser dans la direction juridique. On a besoin parfois d'expertise qu'on n'a pas. Parfois, on n'a pas le temps aussi de gérer des sujets en interne. Donc, on fait appel à un avocat. Et puis, évidemment, je ne vous parle pas du contentieux, où là, c'est l'évidence. On ne peut pas le faire à leur place. Et donc, pourquoi c'est important? Plusieurs raisons. Déjà, la réussite des dossiers. S'il n'y a pas un binôme de choc, s'il n'y a pas une relation de confiance, une excellente communication, forcément, le dossier ne va pas bien être géré. Et donc, le résultat pourra être pas aux attentes. Et aussi pour pérenniser. Il n'y a rien de pire que de devoir changer d'avocat tout le temps parce qu'on n'a pas trouvé le bon, de se reposer la question à chaque fois. Enfin, c'est beaucoup de temps, en fait, de choisir le bon avocat pour nous accompagner. Donc, une fois qu'on a mis une bonne relation de confiance et une bonne communication en place, voilà, pérennise pour la suite. Et on sait qu'on a un avocat de choc à nos côtés pour… Sans compter le temps de le former, sans compter le temps de former l'avocat à la société. Donc, quand tu dois en changer, c'est une catastrophe. Exactement. Enfin, franchement, hein, le choix de l'avocat et le temps passé pour qu'il comprenne bien notre fonctionnement, c'est énorme. Donc, effectivement. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu choisis tes avocats, justement? Oui. Alors, alors, moi, je suis assez fan des cabinets de niche. Donc, j'ai une petite tendance à passer par des spécialistes. Mais ça, c'est, je pense, lié à mon parcours d'avocat par le passé où moi, j'ai commencé dans un cabinet de niche. Donc, je vois les avantages. Donc, pour toutes les spécialités type data, marque, effectivement, plutôt cabinet de niche. Après, comment on fait aujourd'hui? On demande beaucoup de feedback à nos pairs. Donc, on va se renseigner par quel avocat vous passez, pourquoi, qu'est-ce qui vous plaît chez cet avocat-là. On tient compte aussi des spécificités de l'entreprise, parce qu'un avocat qui va être très bien pour une entreprise ne sera pas forcément l'avocat que nous, on cherche. Typiquement, chez Mano Mano, on a une culture très forte du straight to the point, des notes ultra concises, pas beaucoup de mots. Voilà, donc ça ne convient pas à tous les avocats. Et donc, c'est important qu'on trouve un avocat qui répond à cette culture d'entreprise. Et alors, après, pour les contentieux, on va évidemment regarder si l'avocat a eu une expérience similaire aux besoins pour lesquels on vient le chercher. Alors, sans faire de promo, mais nous, on utilise Doctrine, notamment aussi pour ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité. Peut-être tu peux dire un mot sur Doctrine. Peut-être tu peux dire un mot sur Doctrine parce que voilà, nous, dans la tech, on sait, on Doctrine Predictis. Si on veut être complètement transparent et honnête et parler de tout le monde, tu peux expliquer peut-être voilà, ce que c'est en 2 secondes. Oui, Doctrine, en fait, c'est une base de données jurisprudentielle où vous pouvez trouver vraiment, enfin, en tout cas, moi, je trouve par rapport à des bases de données plus classiques, énormément d'informations. Les résultats sont très affinés et vous trouvez beaucoup plus de jurisprudence que ce que vous trouvez dans une base type Dalloz, Lexis, qui ont leurs avantages aussi. Mais voilà, ça, c'est l'avantage des doctrines. Et donc, dans les autres avantages de Doctrine, il y a cette fonctionnalité qui fait que vous pouvez aussi faire des recherches par entreprise. Donc, voir l'historique des contentieux d'entreprise et aussi par avocat. Et donc, ça, nous, on l'utilise quand on a un gros contentieux, qu'on n'a pas forcément d'avocat sous la main, parce que c'est une spécialité sur laquelle on ne s'était pas fait accompagner. On va aller regarder quelques avocats sur lesquels on a eu des références. On va avoir tout leur historique contentieux et ça nous permet d'avoir une idée très précise, en fait, des dossiers qu'ils ont pu traiter par le passé. Est-ce que tu testes parfois l'avocat? Oui, bien sûr. Typiquement, quand on veut mettre en place des forfaits, et nous, on aime beaucoup les forfaits, chez Mano Mano, on va tester l'avocat sur 1 ou 2 dossiers avant de mettre en place une relation qui s'inscrit dans la durée, en fait.
Et quels sont pour toi les do's et don'ts en fait quand on travaille avec un avocat, quand tu es juriste justement? Alors, le premier do, je dirais, c'est il faut vraiment passer du temps sur l'expression des besoins. Ça, c'est fondamental. En fait, un avocat, c'est comme un prestataire technique. Si vous ne lui donnez pas un cahier des charges ultra détaillé, ultra précis, et ben, le résultat, il ne sera pas au rendez-vous des attentes. Et nous, ça, on a pu le voir à plusieurs reprises chez Mano Mano, mais même quand j'étais avocate. Quand l'énoncé du besoin n'est pas clair, généralement, c'est là que le dossier n'est pas bien géré. Donc, vraiment, il faut passer du temps et passer du temps sur tous les aspects, en fait. À la fois, il faut bien sûr bien préciser le contexte, quelles sont nos contraintes, quels sont les enjeux. Il y a un point qui est hyper important, je trouve, c'est de préciser aussi les impératifs calendaires. Il faut se rappeler que l'avocat, en fait, c'est comme une direction juridique avec ses clients internes, qui sont les opérationnels. Il a plein de dossiers, il va devoir prioriser. Et donc, si vous mettez d'accord sur une date et qu'elle est approximative, ou qu'en tout cas, il n'a pas senti chez vous qu'il y avait une urgence ou une contrainte derrière, si jamais lui, il a une urgence qui tombe, il ne va pas forcément prioriser votre dossier. Donc, il faut vraiment insister. S'il y a un impératif calendaire avec des dépendances, avec d'autres projets en interne, le dire, c'est fondamental. Je pense que c'est important d'être hyper clair aussi sur les honoraires dès le départ et aussi sur le format du support. Est-ce qu'on veut une note détaillée? Est-ce qu'on veut juste un exec avec vraiment les principaux points qu'on va pouvoir transférer tout de suite à la direction et puis le détail uniquement pour la direction juridique? Voilà, ça, c'est des éléments qu'il faut apporter à la connaissance de l'avocat parce qu'il ne peut pas deviner ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment important dans les do's. Dans les autres… Et attends, parce que mon micro est un peu bizarre quand je commence à parler, c'est étrange. Désolé pour ceux qui vont écouter le podcast, ils vont souffrir. Mais dis-moi, on entend, enfin, ayant été moi aussi de côté de la barrière, tu as parlé tout à l'heure des urgences internes, etc. Mais il faut aussi, je pense, en interne, faire attention aux fausses urgences des opérationnels. Ça, c'est quand même un grand classique. Et donc, tu sais, il ne faut pas crier au loup. À chaque fois, l'avocat, il se démerde pour toi. Et puis, finalement, ce n'était pas si urgent que ça. Donc, comment c'est quoi tes trucs pour gérer ces fausses urgences en interne? Bah déjà, moi, c'est de nous imposer une règle dans notre service. C'est-à-dire, moi, je dis à mes équipes, on fait attention aux fausses urgences. C'est-à-dire que si on sollicite sans arrêt nos avocats sur des délais hyper short, bah, ils vont en avoir ras-le-bol, surtout quand ils vont se rendre compte qu'en fait, l'urgence derrière, elle est relative. Donc, au même titre que nous, ça nous crispe avec nos clients internes, il faut qu'on ait un peu la même bienveillance avec nos avocats. Donc, bah, la meilleure solution, c'est de challenger en fait la deadline auprès des équipes opérationnelles. Et puis nous, équipe juridique, mieux anticiper nos besoins pour que le jour où on a une vraie urgence, bah là, on fasse bosser notre avocat jusqu'à tard s'il le faut, mais voilà, pour une raison légitime. Et si ça ne se passe pas bien avec un avocat, justement, tu conseilles aux juristes qui nous écoutent de faire quoi? Ouais, alors ça, c'est un vrai sujet. C'est triste, ça peut arriver. La relation peut mal commencer dès le départ. Et je pense que c'est vraiment important de l'arrêter très vite. Et surtout pour les contentieux, enfin, pour les grosses consultations ou les cadrages de projets, ça vaut aussi. Mais pour un contentieux, il n'y a rien de pire que de continuer avec un avocat parce qu'on se dit que sinon on va perdre du temps à reformer l'avocat, à tout lui expliquer. En fait, ce temps que vous allez gagner là, à changer, à en trouver un autre, ce temps que vous allez perdre, pardon, c'est du temps de gagner sur le contentieux parce qu'a priori, il va bien se passer. Et pour ça, il y a des signaux forts en plus. Je vous donne un exemple sur le contentieux. Si vous passez 3 heures à revoir toutes les conclusions, à réécrire une partie, c'est qu'a priori, vous n'êtes pas compris quelque part ou il y a peut-être quelque chose du côté de l'expertise qui n'est pas au rendez-vous. Et donc, il vaut mieux changer tout de suite avant que ce soit trop tard. Après, là-dessus, je me permets de rebondir. Alors, je pense que c'est important aussi de challenger l'avocat. C'est-à-dire, parfois, on ne s'est juste pas compris. Et en challengeant un peu, en remettant peut-être en cause certains aspects de la stratégie ou des éléments dans un courrier ou dans les conclusions, on peut rétablir aussi la relation. Donc, évidemment, il ne faut pas sortir quelqu'un tout de suite. Alors, ce mot n'est pas très beau, mais en tout cas, quand on a plusieurs signaux forts, il faut arrêter avant que ce soit trop tard. Est-ce qu'à l'inverse, tu attends, toi, des choses, des avocats avec lesquels tu travailles, des points précis que tu as et que tu dois valider à chaque fois? Alors, un peu comme tout le monde, je pense, aujourd'hui, en tout cas, dans le secteur de la tech, nous, on veut des mémos ultra opérationnels, pragmatiques, concis,
qu'on pourrait forwarder directement aux équipes opérationnelles sans avoir besoin de synthétiser au préalable ou de vulgariser le message. Donc ça, c'est, je pense, vraiment le truc numéro 1. Je dirais, je rajouterais, ouais. désolé pour vos oreilles, je rajouterais, Charlotte, je pense qu'un petit conseil, c'est de demander sa convention par un executive summary tout le temps. Parce que, encore une fois, dans le domaine de la tech, où vos CEO ou beaucoup de gens avec qui on travaille lisent les choses sur le portable. Et donc, sur un petit écran, c'est très pragmatique. Donc, le petit executive summary en 5 lignes. Le problème, c'est ça. Voilà ce qu'on recommande. See below pour les plus de détails. Ça, c'est génial parce que pour beaucoup de nos opérationnels, voilà, de pouvoir le lire comme ça sur le téléphone et après se plonger dedans plus tard, je pense que c'est vraiment un petit truc très opérationnel qu'on peut donner. Je suis complètement d'accord. Et plus que l'exec summary, d'ailleurs, chez nous, on aime bien avoir des recos par risque gradué. Donc, voilà, c'est quoi la solution la plus risquée, la solution middle et la solution la moins risquée. Ou des espèces de tableaux. Alors, ça, nous, on est ultra fans. Avec le scénario 1, c'est quoi les avantages et les inconvénients, le scénario 2. Et le Saint Graal pour nous, c'est quand l'avocat prend en compte aussi les enjeux business et qu'on n'a pas uniquement les risques juridiques, justement, dans les deux scénarios. Ça, Désolé pour les erreurs. Désolé. Donc, il y a souvent, tu sais, tu as le risque d'une part et tu as la likeliness que le risque se matérialise. C'est-à-dire que tu peux avoir un risque très fort du pénal, machin, mais après, ce qui est très intéressant, c'est quand l'avocat est capable de dire, mais en fait, pratiquement, même si ce risque théoriquement est très fort, donc ça permet d'avoir les deux axes aussi dans ce genre de tableau. On le faisait pas mal, nous aussi, entre la probabilité, je cherchais le mot. La probabilité du risque, ouais. Ça c'est quelque chose aussi qu'on demande systématiquement et je suis d'accord avec toi, c'est très important. Après, dans les autres choses qui sont importantes pour nous, en tout cas dans la relation avec les avocats, et là encore sans surprise, parce que c'est un sujet qui revient souvent, c'est la maîtrise budgétaire. On aime beaucoup les forfaits, nous, voilà, parce que ça permet de savoir exactement à combien on s'engage. Et il n'y a rien de plus agréable que les demandes d'honoraires complémentaires en cours de suivi de dossier. Alors, ça arrive, l'avocat parfois va mal identifier quel est le temps qu'il va devoir consacrer au sujet. Idéalement, le mieux, c'est que l'avocat nous alerte le plus tôt possible et qu'on voit très rapidement ensemble quelle est la bonne enveloppe à allouer. Et sur la maîtrise budgétaire, il y a un truc qui est, je trouve vraiment bien, qui a été mis en place par un cabinet avec lequel on travaille. C'est de permettre aux clients de suivre en temps réel le consommé des heures de l'abonnement. Donc, l'idéal, c'est un doc dans un drive partagé où tout le monde a accès en temps réel et on sait, voilà, on est à 3 heures sur tel sujet. C'est un petit peu de travail pour l'avoir fait moi-même des deux côtés, mais c'est effectivement génial parce qu'il y a zéro surprise. Et d'ailleurs, pour l'avocat, ce qui est très intéressant, c'est que vous verrez que souvent, finalement, le client ayant une telle transparence a tendance à dépenser plus parce que il voit que le truc est hyper réglé, hyper machin et que c'est logique de dépenser plus. Donc, en fait, cette ultra transparence, en tout cas pour ma part, dans ma pratique, j'ai trouvé que justement, le client dit bon, OK, voilà, c'est super clair, je vois ce que je vois ce que ça me coûte et effectivement, il n'abuse pas et donc il faut augmenter le budget. Ça arrive assez souvent. Je ne dis pas que ça arrive chez vous, mais en tout cas, ça peut arriver. Donc, c'est super intéressant à faire. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, Pierre, vraiment. Enfin, en tout cas, nous, c'est un outil qu'on chérit et qui nous permet, en plus, parfois, à tort, on pense que l'abonnement, il est déjà complètement consommé. Et d'avoir ce doc, ça permet de se dire, non, pas du tout, on peut reprendre 2 heures jusqu'à la fin du mois. Il y a un autre truc, moi, que j'attends aussi de l'avocat. Ça, je pense que c'est un point qui est vraiment important, c'est de la générosité dans le partage d'informations. Et j'ai été de l'autre côté, donc je sais de quoi je parle. Je pense que vraiment, c'est important que l'avocat, quand il fidélise, de temps en temps, il donne des choses. Donc, une formation gratuite, voilà, venir une matinée dans l'entreprise et former toute l'équipe sur le sujet, mais une vraie formation. C'est-à-dire pas juste ce que tout le monde sait et ce que tout le monde peut trouver en ligne ou dans une base de données. Souvent, les avocats ne veulent pas le faire parce qu'ils se disent, oh là, mais si j'en dis trop, en fait, finalement, le client, il n'aura plus besoin de moi derrière parce qu'il aura déjà eu toutes les infos. C'est faux, en fait. C'est la meilleure façon de montrer que vous êtes l'expert. Et en faisant ça, non seulement, ça permet à la direction juridique de mieux comprendre les enjeux, d'identifier peut-être des besoins qu'ils n'avaient pas identifiés, des points de risque. Et surtout, ils vont avoir envie de faire appel à vous, en fait, parce qu'ils se rendent compte que c'est vous l'expert et que c'est vous qui allez pouvoir mieux gérer que. Donc ça, allez-y, vraiment, côté avocat, soyez généreux dans le partage d'infos, parce que je trouve que c'est vraiment utile.
Peut-être Voilà. sur les contentieux. Ouais, sur les contentieux, ouais, pardon, Thibaut, excuse-moi, je t'ai coupé. Dis-moi. Bon, toi, tu es passé par les deux mondes, tu connais très bien le contentieux. Si on fait un focus là-dessus, justement, parce que je pense que c'est intéressant pour l'audience, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu les gères chez Mano Mano et quelles sont les grandes étapes par lesquelles tu passes lorsque tu as un contentieux? Ouais. Alors sur les très gros contentieux, nous aujourd'hui, on fait des espèces de petits appels d'offres. Donc, on rédige une note de synthèse dans laquelle on va détailler exactement toute la problématique, quels sont les enjeux pour la boîte. Et on l'envoie à 4 avocats. Donc, moi, j'aime bien prendre généralement 2 avocats, 2 cabinets de niche et puis 2 gros cabs anglo-saxons, sur la base de laquelle ils vont nous faire une proposition d'accompagnement avec une petite ébauche de stratégie, parce que l'idée, ce n'est pas de les faire bosser sans les payer, bien sûr. Ensuite, nous, on les auditionne côté direction juridique. On en garde 2 et généralement, on les présente à notre direction. Quand c'est vraiment des gros enjeux, hein, on ne fait pas ça systématiquement, je vous rassure, mais pour des très gros contentieux, c'est ce qu'on fait, pour avoir l'aval en fait, de la direction commerciale ou de la direction sur le choix de l'avocat. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour les très gros contentieux. Ça marche plutôt bien. On est plutôt content de cette façon de procéder. On est très transparent avec les avocats. On les prévient dès le départ qu'on les met en concurrence. Et Tu es tombé de ta chaise, Thibaut? On avait perdu Thibaut qui est revenu. Problème de connexion, désolé. Pas de souci. Et concernant du coup, quels conseils tu donnerais en fait aux juristes aussi qui partie contentieux justement en tant que juriste en entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire justement pour gérer au mieux ces contentieux avec les avocats? Alors, je me répète un peu, mais encore une fois, il faut passer vraiment beaucoup de temps, je pense, au départ pour bien expliquer les enjeux, bien expliquer le contexte et ce vers quoi vous voulez aller. Et, parce que l'avocat, il n'aura pas forcément la même compréhension que vous des enjeux. Donc, typiquement, lui, il va pouvoir penser plutôt à limiter les risques juridiques, alors qu'en fait, on voudra, nous, en enjeu prioritaire, sauvegarder l'activité business, peut-être en 2, limiter les risques financiers, puis en 3, les risques juridiques. Donc ça, c'est vraiment important d'être clair là-dessus. Passez du temps à préparer vos pièces, vos éléments. Nous, on fait des notes aujourd'hui, vraiment où on explique les faits et à chaque explication de fait, vous avez le lien directement dans la note vers la pièce justificative dans un drive partagé. Ça fait gagner du temps à l'avocat. C'est top. L'autre conseil que je donnerais, c'est de communiquer régulièrement avec l'avocat. Dès qu'il y a des discussions en interne sur le contentieux qui suit ou des échanges avec l'adversaire, il faut penser à informer l'avocat. Trop souvent, on oublie de le faire. Ça, c'est vraiment un écueil. L'avocat, il doit être partie prenante du dossier, il doit pouvoir suivre au même titre que vous. C'est hyper important pour la stratégie. Et s'il n'a pas ces infos, il peut se planter aussi, lui, dans la suite de la stratégie. Donc ça, il faut vraiment le faire en temps réel. Voilà un peu pour les principaux conseils. Ouais. Ce que tu dis, c'est vraiment important, du coup, justement, c'est de toujours rappeler que c'est vraiment une team, le juriste et l'avocat. Vous êtes vraiment main dans la main pour arriver au mieux à un super résultat. Et que voilà, faut être très honnête, se partager des informations, se poser des questions et toujours avancer ensemble. Ça, tu l'as dit en début de talk, mais c'est vraiment important de le rappeler, ce que tu ne cesses de faire fille est très bien. Ouais, pour moi, c'est fondamental. La communication, elle est fondamentale. Et dans le sens inverse aussi. C'est-à-dire que nous, quand on a une audience, une procédure, on sait que l'avocat, voilà, il va aller plaider je sais pas moi, à 10 heures. Bon, à midi, on est derrière notre écran ou notre téléphone à attendre que l'avocat nous appelle pour nous faire un petit récap. Il faut se dire que l'avocat, c'est pareil. Quand il y a une négo sur un dossier sur lequel il nous a accompagnés et auquel il n'assiste pas parce qu'il est dans l'ombre, lui, il attend qu'un truc, c'est qu'à la fin de la négo, vous lui fassiez un petit message pour lui dire ce qui s'est passé. Donc ça, je pense que c'est important que la communication, elle se fasse dans les deux sens. D'ailleurs, je crois que le principal regret qu'ont les avocats, c'est souvent de dire j'interviens sur un bout du dossier, je ne sais pas ce qui s'est passé après. C'est une très grosse frustration et je trouve qu'effectivement, moi je disais pareil toujours à mes équipes, ce que tu dis Charlotte, tenez-le au courant, le dossier est fini, là, on a fait ceci, on a fait, dites ce qui s'est passé. On demande aux avocats d'être impliqués, de comprendre un dossier, mais de la même manière, il faut faire cet extra step que tu dis. Et l'autre chose que je voulais ajouter à tout ce que tu dis Charlotte, c'est que ce que tu fais pour les gros contentieux, cette sorte de due diligence, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aussi en levée de fonds. Par exemple, que moi, j'ai
j'ai fait justement dans le cadre de la série B de Ledger. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que la direction, à la fin de la journée, je pense qu'entre l'avocat et le juriste, finalement, on est tous humains. Et il y a la technicité, mais il y a aussi ce truc qu'on ne sait pas trop expliquer. Pourquoi? Lui, on a plus le feeling avec lui qu'avec un autre, et notamment la direction générale. Et c'est très important, je trouve, d'avoir cette possibilité de montrer différentes options et d'être tous d'accord dans ces très gros événements qui, dans la vie d'une entreprise, comme tu dis, un contentieux avec des conséquences dramatiques, une levée de fonds ou d'autres sujets impactants, une restructuration fiscale, enfin, ce genre de trucs. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Et ce que tu disais tout à l'heure est très vrai. Il faut remercier l'avocat, il faut lui partager le succès. Et je pense qu'il faut toujours se mettre à la place de l'avocat en pensant à ce que nous, on n'aime pas avec nos clients internes, voilà, ce qui pourrait être un petit peu painful de temps en temps ou désagréable. Effectivement, une activité qui est lancée sur laquelle on a bossé comme des dingues et on n'a pas un petit mot de remerciement, mais il faut se dire que l'avocat, il vit exactement la même chose. Donc, pour fidéliser et avoir une bonne relation, il faut penser à remercier. Ça, c'est vraiment important. Et je ne peux qu'approuver parce que moi, je les reçois en entretien. C'est des avocats qui veulent passer côté entreprise. Et une partie, justement, de ceux qui veulent passer côté entreprise, c'est aussi parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils voient des petits bouts de dossier et ils accompagnent, en fait, vous, entreprise, vous, juriste. Et puis, ils aimeraient bien savoir si ça n'a pas marché, est-ce que la négo, ça a fonctionné. Et c'est une grosse frustration. Alors, j'espère qu'il y en a quand même beaucoup qui voudront passer côté entreprise. Sinon, je vais avoir du mal à trouver des gens pour mes clients. Donc, voilà, il ne faut pas qu'ils continuent à être frustrés. Mais en fait, si en effet, il y a un meilleur partage d'informations, ils seront encore plus heureux, j'imagine. Donc, c'est un super message que tu fais passer. Thibaut? On en a fini avec les questions. Je vous avoue, j'ai perdu le fil en étant déconnecté pour être très transparent. C'est à nous, Thibaut. En fait, Thibaut, ce qu'on essaie de dire, Voilà. c'est le moment du chronique là. Mais, merci. Thibaut, il est perdu. Il y a son ordinateur qui est tombé, il y a du café partout. Enfin, je ne sais pas quoi. C'est le bordel. Vivement les vacances. Direct. Voilà, il reste 2 numéros. Je crois que je vous recommande de nous suivre parce que dans les 2 numéros, ça va partir en… voilà, bref. Et donc, c'est la chronique d'Audrey. Et donc, pour ceux qui nous découvrent, nous avons des chroniques de recrutement et de leadership avant vos questions que nous allons bien évidemment poser. Et la grande spécificité de Club Sandwich, ce sont les jingles. Voici celui d'Audrey. On adore. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de l'étape d'après. Ça fait un peu type de film, le jour d'après. Là, c'est l'étape d'après, donc du poste en fait qui va venir juste après votre poste actuel ou celui qui viendra après celui pour lequel justement vous êtes en train de postuler. J'espère que vous avez compris cette phrase qui est un petit peu longue. Donc, une carrière, en fait, ça se prévoit. On y réfléchit. Et c'est d'ailleurs même une question récurrente quand on passe un entretien de recrutement. On vous l'a sans doute déjà posé. Où vous imaginez-vous dans 5 ans, dans 10 ans? Et on est tous d'accord, c'est quand même pas très évident d'y répondre. Alors, il existe des algorithmes en fait, qui permettent de déceler certains potentiels au sein d'une entreprise selon que vous ayez telle ou telle compétence et de prévoir en fait, qu'une personne pourra occuper tel ou tel poste dans quelques années. J'avoue que moi, les algorithmes, ça c'est pratique, mais l'humain, c'est quand même encore plus important. Et ça passe avant tout par un véritable accompagnement personnalisé de l'entreprise dans l'évolution en fait, des juristes en interne. Et donc, c'est l'implication de vos managers, de votre direction, de vos RH qui est vraiment la plus importante. Et la vôtre va bien évidemment dépendre de vos propres choix. L'idée n'est pas pour tout le monde en fait d'aller toujours plus haut dans la hiérarchie. Et là, j'ai quelques exemples où je pourrais vous en donner des dizaines, mais on n'a pas le temps. Mais alors, un exemple particulier, c'est que j'ai accompagné une responsable juridique qui travaille dans le secteur pharmaceutique et je l'ai accompagnée sur un recrutement. Elle a rejoint un autre secteur d'activité sur un poste à responsabilité vraiment égale, le même périmètre, mais dans un autre secteur d'activité. Et même en termes de management, elle n'avait pas d'évolution de ce côté-là. Mais ça lui a permis de quitter un secteur très, très spécialisé. Et aujourd'hui, elle vient de rejoindre un autre secteur d'activité encore avec un scope beaucoup plus large. Et grâce à cette décision qu'elle a réussi en fait, à anticiper l'étape d'après, qui est en fait l'étape d'aujourd'hui, du coup, et à atteindre un poste encore plus large en quittant un secteur extrêmement spécialisé.
Ça se pose aussi en termes de matière juridique, pas uniquement en termes de secteur d'activité. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une candidate qui m'a appelée pour me demander conseil. Elle m'a dit, voilà, j'ai un CDD d'1 an qu'on me propose dans un secteur d'activité un peu plus large et sur des matières un petit peu plus larges, justement, je pourrais découvrir un petit peu autre chose. Ou j'ai un CDD de 3 ans dans une structure un peu particulière où ça allait lui permettre de devenir encore plus experte qu'experte en propriété industrielle, qui est sa compétence première. Et elle ne savait pas trop quoi faire. Alors forcément, il y a une question de durée. Entre 1 an et 3 ans, on peut se dire, bon, bah, vas-y, prends le CD de 3 ans. Mais il faut penser encore une fois à l'étape d'après. La question est de savoir, est-ce qu'elle veut élargir un petit peu plus son scope et peut-être atteindre d'autres postes dans 1 an ou devenir ultra experte encore plus. Et là, dans ce cas-là, de 3 ans. Il n'y a évidemment pas de bonne réponse. C'est son choix qui compte, son envie et comment elle souhaite évoluer. Mais en fait, il faut vraiment se poser toutes ces questions qui sont ultra primordiales. On le sait tous, mais quand on est face comme ça à plusieurs opportunités, il est vraiment important de se poser et de se poser ces questions-là. Est-ce qu'il faut accepter un CDI à tout prix ou un CDD durant lequel vous allez développer encore plus de compétences avec l'opportunité de partir à l'étranger, par exemple, ce dont vous avez toujours rêvé? J'ai eu le cas d'une candidate il y a quelques années qui avait refusé un CDI pour justement rester dans une structure et partir à l'étranger grâce à cette société. Ça a marché, elle a bien fait de ne pas m'écouter, donc c'est très bien. De quoi, en fait, avez-vous besoin aujourd'hui et demain, de quoi avez-vous besoin pour mieux vous revendre? Voilà, donc devez-vous accepter aussi un poste un peu sous-dimensionné aujourd'hui, par exemple pour une mission particulière, qui vous permettra, par exemple, de travailler davantage en anglais et de mieux vous revendre dans 6 mois? Aussi, autre exemple, à chaque fois, ce sont des vraies personnes du coup que je vous cite, des vrais exemples. Donc voilà, pour évoluer, il est aussi possible de prendre des chemins de traverse, avec un poste au même niveau hiérarchique, mais au périmètre plus diversifié ou dans une structure différente, plus petite, où vous pourrez apprendre un tas d'autres choses. Donc si l'évolution de carrière n'est pas toujours guidée par aller plus haut, mais emprunte donc des chemins en diagonale ou en horizontale, attention à ne pas s'égarer surtout, parce que c'est toujours important de pouvoir se justifier de ses choix de carrière a posteriori. Et croyez-moi, parce que c'est ce que je fais quand je rencontre les personnes en entretien, j'essaie de comprendre justement leur choix de carrière et comment ça a pu se faire et évoluer. Et donc, c'est nécessaire d'y penser avant. Donc, en conclusion, une carrière, ça se réfléchit en amont, mais ça évolue aussi au cours du temps grâce à des compétences qu'on a pu développer, des envies différentes et surtout des rencontres. Et d'où l'importance du réseau. Et ça, on ne le répétera jamais, jamais, jamais assez. Et voilà pour moi. À toi, Pierre. Merci beaucoup, Audrey. Tu sais, tu as dit quelque chose tout à l'heure bien. Je pensais à ta candidate. Et on avait parlé dans une émission précédente des 5 questions, il me semble, des 5 questions à se poser. Et j'avais partagé un document que je vous repartage immédiatement, que vous pouvez retélécharger. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, on n'a pas le temps, mais lisez ça, ça peut vous aider à prendre ce genre de décision, voilà, pour prendre la bonne décision lorsque vous avez une question comme celle qu'a eu la candidate d'Audrey. Voilà, donc ceci étant dit, eh bien c'est à mon tour, évidemment. Et voilà, parce que je suis ingénieur du son en même temps, et ça part, voilà mon jingle. You do. Eh bien, écoutez, moi, aujourd'hui, je vais vous parler des 10 qualités d'un leader. Très souvent, on parle d'un manager ou du leader. Moi, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est qu'être un leader. Un leader, ce n'est pas juste un titre, hein, c'est un ensemble de comportements, c'est une attitude charismatique qui donne finalement envie à tout le monde dans votre projet. Alors, quelles sont les 10 clés? Il y en a beaucoup, hein, mais je vais vous résumer en 3 minutes les 10 clés d'un leader. La première, c'est savoir faire confiance. Hein. C'est la capacité de déléguer des tâches à ses collaborateurs, de prendre en compte les avis, les expertises, les aspirations des uns des autres pendant une réunion, de savoir écouter, de donner l'autonomie nécessaire à ses collaborateurs dans la gestion de leur dossier, tout en sachant comment contrôler, à quel moment, trouver ce juste équilibre. C'est engager, bien évidemment, des collaborateurs plus forts que soi. Ça, je ne cesse de le dire. Vous êtes un leader, vous n'êtes pas censé être l'expert de tous les domaines. Il faut arrêter de prendre des gens qui sont moins bons, enfin, en tout cas, plus juniors que vous, est-ce que ça vous rassure? Non, on y va, on fonce, on prend des plus forts qui vont être vos piliers dans votre équipe et vont peut-être être payés plus cher. Et ce n'est pas grave. Un jour, votre salaire sera réajusté derrière quand on va se rendre compte ce que coûtent des vrais experts. Donc, on n'a pas peur, on les prend, on prend plus senior que soi.
Et on est très self-aware quand on est un leader de ses forces. Ça aussi, il faut regarder les précédents Club Sandwich, on en a parlé, pour savoir, eh ben voilà, ça, moi, je suis excellent à ça, je vais faire ça. Mais par contre, bien évidemment, il y en a d'autres, j'ai d'autres collaborateurs qui seront mes experts. On donne les règles du jeu à son équipe. Alors, lorsqu'on fait confiance, on fait du clear contracting. On en a parlé avant, c'est-à-dire qu'on se met d'accord entre les uns et les autres sur ce que chacun fera et comment on va travailler. C'est très important pour un leader de donner les règles du jeu dès le départ, les choses qu'on va faire, qu'on ne fera pas, les choses à faire avec moi, à ne pas faire. Donc, savoir faire confiance et avoir un bon deal en place. Le deuxième, c'est fixer des objectifs clairs. Il est essentiel de partager sa vision, ce que j'appelle sa picture of success. C'est-à-dire, c'est quoi? Eh bien, c'est quoi la montagne qu'on va gravir? Comment on va la gravir? Avec qui on va la gravir? À quel moment on va atteindre le sommet? Et quand on va gravir, nous, cette équipe, vous, cette équipe avec moi, cette montagne, eh bien, comment ça va se passer? Et quels vont être les problèmes qu'on va rencontrer? Et puis, quelles vont être aussi les choses géniales qu'on va faire ensemble? Parce que soyez très clairs, vous ne pouvez pas aller à une équipe en tant que leader et dire tu es motivé. C'est absurde. Je ne vais pas aller voir Thibaut en disant tu es motivé de faire une saison 3 de Club Sandwich. Il faut qu'on propose un projet tellement excitant que Thibaut va dire mais évidemment, je veux faire la saison 3 parce que je suis motivé. Donc, on emmène ces équipes vers un projet et voilà, on explique non seulement la vision du département, mais aussi la vision de l'entreprise et comment la vision de la direction juridique, en l'occurrence, s'inscrit dans la vision de l'entreprise. Alors après, il faut évidemment incarner les valeurs de l'entreprise ou du département. Hein. C'est très important de fédérer les équipes autour de certaines valeurs, mais ces valeurs, il peut y avoir les valeurs de l'entreprise. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs du juridique. Les valeurs du juridique que j'aime, moi, c'est Piglet, c'est dire porcinet de Disney. Le P, c'est pour la perspective. Le I, c'est pour l'intégrité. Le G, c'est pour guider les équipes vers des décisions éthiques. Le L, c'est pour le leadership. Le E, c'est pour l'excellence. Le T, c'est pour le teamwork, le travail d'équipe. Et on vit ces valeurs au jour le jour. Attention à ne pas proclamer des valeurs qui seraient des choses qu'on dit mais qu'on ne fait pas. Parce que dans ce cas-là, j'ai une expression en anglais que j'adore. Values, live them or laminate them, c'est-à-dire on les met dans un petit bout de plastique, on les met dans le portefeuille. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça et on ne les regarde jamais. Surtout, on ne vit pas les valeurs et c'est donc un gag, un recurring gag. Donc, faites très attention. Si on prend des valeurs, on les vit. Je continue à assurer la transmission du savoir. Il faut créer un environnement propice aux échanges. Il faut créé des banques de savoir en ligne. Il faut documenter vos décisions, vos process. Il faut transmettre des compétences. C'est essentiel pour les collaborateurs. Ils veulent tous grandir. Et puis, faites confiance, par exemple, au Legal Tech pour moderniser votre practice. Soyez moderne. Allez-y, direction juridique. Faites des choses modernes. Et là, hashtag publicité pour Thibaut. Régulièrement, je te fais le coup. Et la base de données de contrat. Mais voilà, les Legal Tech essentiels. Cinquième type, récompensez les bonnes initiatives. Hein. Quand un membre de votre équipe fait un truc top, remerciez-le, mettez-le en avant, faites-le savoir, partagez avec l'équipe ou les business partners, récompensez la performance. Alors, récompenser, ce n'est pas forcément des chèques, hein. Mais aller une formation interne ou en externe, déjeuner avec vous si c'est une récompense, offrir un billet de spectacle pour deux, je ne sais pas. En tout cas, valoriser la chose excellente dans votre initiative. Encourager le changement, type numéro 6. Encourager les idées, changer la façon de faire des choses, implémenter des trucs comme DocuSign ou YouSign, ce genre de choses qui font un peu bouger la direction juridique. Voilà, valoriser ceux qui utilisent des nouveaux moyens de communication. Voilà, ne laissez pas on a toujours fait comme cela s'installer en tant que leader. Vous cassez les choses, vous arrivez. Et ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'on va continuer à le faire. Type numéro 7, j'y suis presque, la transparence. Il convient de communiquer en transparence avec vos équipes. Il faut être sincère, surtout dans les périodes compliquées. On y va. Oui, oui, c'est l'enfer. Oui, ça va être compliqué. Et oui, on va peut-être perdre des membres de l'équipe. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y a voilà, quelque chose qui est en train de se passer. On est transparent. Et en fait, même dans les décisions difficiles, les leaders vous suivront. J'ai décidé de quitter Yahoo et j'ai pris cette décision. Tous les leaders de chaque pays m'ont suivi. Italie, on est tous partis ensemble et on a reformé Enco. Donc voilà, la puissance d'être la transparence. Les gens prendront des décisions qui vont vous surprendre. Enfin, savoir écouter et respecter les autres. Hein, la capacité d'écoute est un préalable à toute communication. Donc, il faut connaître ses collaborateurs, les écouter, éventuellement modifier votre canal de communication si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à vous parler.
Là, bien évidemment, je vais vous parler de ProcessCom. Si vous ne connaissez pas ce modèle, il faut éventuellement l'étudier pour votre équipe. Et j'ai d'ailleurs fort l'intention de peut-être faire revenir quelqu'un en saison 3 pour parler de ça. C'est extraordinaire. Mais deux derniers types, il faut avoir des convictions. Hein. Un vrai leader a non seulement des convictions et des croyances, mais il n'a surtout pas peur de les affirmer haut et fort. Alors, par exemple, je ne sais pas si vous savez que c'est une aberration qu'un directeur juridique reporte à un directeur financier et ne soit pas au comité de direction ou ne reporte pas au CEO. Voilà, ça par exemple, c'est quelque chose que je répète depuis environ 2 saisons de Club Sandwich et chaque fois que je peux dans tous les social media. Ayez des convictions, même si vous êtes à l'encontre de votre client que vous voulez rencontrer ou de votre CEO, ayez des convictions et faites-les savoir. Voilà. Respecter chaque humilité, hein, parce qu'évidemment, on peut avoir des convictions et se planter complètement. Donc, quand c'est le cas, on l'admet. Hein. Et enfin, mon dernier tips, mais ça, si vous n'avez pas compris en m'écoutant, soyez positif. Être positif, ça fait des miracles dans l'ambiance au bureau. Montrez l'exemple. Une attitude négative en général ou même une seule remarque désobligeante, ça va vous plomber toute une équipe. Et surtout, mon conseil, une seule personne négative et toxique dans votre équipe, on la sort. Voilà, il n'y a pas d'autre mot parce qu'elle va vous plomber tout le reste de l'équipe. Donc, ne garde pas des gens négatifs. En tout cas, moi, je ne peux pas. Donc, pour conclure, désolé, j'étais long aujourd'hui. Pour être un bon leader, regardez vos précédentes expériences. Qu'est-ce que vous avez vu chez vos managers qui vous exaspéraient? Qu'est-ce que vous admiriez? Qu'est-ce que vous ne trouviez pas au niveau? Ne ratez aucune occasion de changer les choses. Appliquez vos méthodes, croyez en vous et devenez le leader charismatique que vous avez toujours. Thibaut. Merci Audrey, merci Pierre. Thibaut, c'est à toi. J'ai une connexion Internet qui est infernale, donc désolé pour tout ça aujourd'hui. Merci à tous les deux pour ces super chroniques. On va passer aux questions d'aujourd'hui. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre. On va poser tout ça à Charlotte. On va commencer avec une question de Benoît. Benoît, fidèle auditeur de Legal Club Sandwich. Salut Benoît. Qui nous demande, toi, quelle est ta position, Charlotte, sur la confidentialité des avis des juristes d'entreprise et celle de tes avocats, peut-être. Question qui va faire plaisir à Pierre, parce que c'est, je crois, son sujet, un de ses sujets favoris. Donc, je pense qu'il sera ravi de surenchérir. Mais évidemment, c'est un vrai sujet. C'est très compliqué au quotidien, moi, je trouve, quand on a des sujets confidentiels, parce que, évidemment, en cas de contrôle, tout peut être saisi. Et quand on a vécu la douloureuse expérience, justement, d'autorité administrative ou quand on a été côté avocat et qu'on a assisté des avocats lors de contrôle d'autorité de la concurrence, voilà, c'est un sujet sur lequel on est particulièrement sensible, voire parano. Donc, mes équipes m'ont déjà vu broyer à la machine des notes confidentielles, aller en jeter une partie dans la poubelle des toilettes, une autre dans une autre poubelle, elle est complètement dingue. Donc, c'est un sujet qui me préoccupe moi, en tout cas beaucoup. Et donc, pour répondre à Benoît, aujourd'hui, les sujets confidentiels, ultra confidentiels, on passe par un avocat. Et donc, comment on fonctionne? Il n'y a pas d'échange sur ces sujets, hormis par email, parce que c'est la seule façon que ce soit vraiment couvert par la confidentialité tant qu'on n'a pas le legal privilege en France. Donc, on fait ça. On a une boucle d'email avec la direction opérationnelle qui est concernée par le sujet, l'avocat et nous, direction juridique. Et on échange là-dessus que par ce biais-là. Je vais rajouter 2 choses parce que, évidemment, je suis totalement d'accord avec toi, pourtant je suis avocat. C'est une application, encore une autre, qui est très française. L'Espagne vient dans l'Espagne, enfin, on est un des pays qui n'avons pas, qui ne donnons pas aux juristes d'entreprise confidentialité. Il n'y a pas d'autre mot. Juridique de Yahoo IMIA à me sortir d'un dossier stratégique de la boîte parce que je savais que j'allais être interviewé par nos amis de la Maréchaussée, qu'ils allaient venir me demander ce qui s'est passé. J'ai dû partir au commissariat pour répondre à des questions et donc il fallait que je puisse répondre sans mentir que je n'étais pas au courant. Donc, je me suis sorti du dossier. C'est mon directeur juridique anglais qui a pris le dossier, un truc stratégique pour la boîte, dans lequel le directeur juridique IMIA est sorti de lui-même. Enfin, hallucinant, quoi. Quelle compétitivité pour les directeurs juridiques français de se trouver dans de telles situations. C'est totalement absurde. Et on perd dans la compétitivité. Donc, please, j'espère qu'un jour, quelqu'un va… Bon, bref, va faire ce qu'il faut pour que ça change. Deuxième chose que je
que je souhaitais ajouter, un petit truc pratique, même dans vos conversations avec la direction en tant que directeur juridique et votre direction sur un mémo un peu confidentiel, n'hésitez pas, le Attorney Client Privilege Confidential, écrit en gros, énorme, mémo confidentiel. En cas de perquisition, je l'ai vécu, ça marche. Voilà, de dire c'est un mémo confidentiel, alors même que ce n'est pas un avocat, mais ça marche. Donc, n'hésitez pas, on doit se battre comme on peut. Alors, voilà mes positions. Et je rajouterais aussi la petite clé USB externe au service. Voilà, ça c'est le petit. Voilà, mais on en est là quand même. Et donc, espérons que on en est là. Espérons que les choses vont changer parce que, évidemment, ce n'est pas parce que les juristes auront des mémos confidentiels qu'on fera pas appel aux avocats. Évidemment, il y a trop de connaissances chez les avocats pour que ça arrête le flot de travail. Donc, voilà. Autre question du coup pour toi, Charlotte. Pour revenir au sujet dont tu as beaucoup parlé aussi, la relation avocat-juriste lors d'un contentieux, est-ce que tu aurais un exemple ou des exemples du coup d'un contentieux qui s'est bien passé et un qui s'est peut-être mal passé, avec un petit truc justement qui a fait que ça s'est bien ou mal passé justement pour chaque exemple? Donc du coup, axé sur la relation avocat, j'imagine. Hein. Ouais, j'ai un exemple du début de ma carrière où on a eu un contentieux de l'enfer. Pourquoi de l'enfer? Parce qu'on a eu, je crois, quelque chose comme 9 passages devant le juge de l'exécution. Donc, autant vous dire que vraiment, c'est un dossier qui nous a pris du temps. Pourquoi il s'est mal passé? Je pense que pour le coup, c'est le binôme n'était pas bon. Alors, pas entre nous. Entre l'avocat et le juriste, on était plutôt alignés, mais avec les équipes opérationnelles. C'était un dossier sur lequel, en gros, il y avait une obligation de faire apparaître une mention obligatoire sur un de nos sites Internet. Et on avait à l'époque une direction marketing qui était arc-boutée sur ce sujet, donc qui voulait la faire apparaître évidemment en tout petit, avec une police de caractère extrêmement claire, etc. Et donc, ça nous a valu du coup la douleur de passer, je vous dis, je crois, je ne sais plus combien de fois devant le juge de l'exécution, parce que nous, on n'a pas réussi à faire plier notre direction marketing. On n'arrêtait pas de leur dire, mais non, il faut mettre en gros, parce que sinon, on va se refaire sanctionner. Et on n'a pas été suffisamment convaincant. Et donc, pour vous dire, ce dossier a même été jusqu'en cassation et Cour d'appel de Paris récemment. Donc, voilà, je considère que ça ne s'est pas bien passé parce que ça a été extrêmement long. Mais ça s'est bien terminé parce qu'ils ont été déboutés. Donc, au final, ils ont gagné. Donc, voilà, ça, c'est un exemple. Et après, peut-être un autre exemple. Là, il est un peu plus comique. Moi, quand j'ai commencé, donc j'étais sur la presse People et on avait des titres parfois qui allaient très, très loin dans les reportages. J'en ai eu un où ils avaient été démontré qu'il y avait de la prostitution dans un bar. Et donc, moi, j'étais côté avocat à l'époque. Et normalement, quand c'est comme ça, vous devez produire des offres de preuves devant le tribunal pour justifier que ce que le journaliste a dit est vrai. Donc, en l'occurrence, là, il y avait eu un film voilà, ce qui s'est passé. Et donc, normalement, le juriste très bienveillant fait en sorte que quand on récupère la pièce à correction côté avocat, tout a été bien flouté, on ne voit rien. Et moi, je m'étais retrouvée petite jeune avocate avec tout le détail, ça n'avait pas été flouté, il ne m'avait pas donné le dossier. Bon, bref, voilà, ça c'était un petit exemple sur le fait qu'il faut être bienveillant des deux côtés, penser aussi à son avocat quand on lui transmet les pièces. J'ai donné celui-là parce qu'il était plutôt drôle. Voilà. Évidemment, ça me fait rire au cabinet, je vous en doutez. Quand j'ai dû visionner la petite vidéo pour dire offre de preuve, minute 32, il s'est passé ça. Voilà quelques exemples. Merci Charlotte. Merci Charlotte, c'était vraiment super. Le contenu était top aujourd'hui. Merci pour tout ça. Est-ce que ça t'a plu, Merci toi? à vous trois. Oui, c'était hyper agréable. Moment très chaleureux, vous ne m'aviez pas menti. Et puis riche de plein d'informations, et notamment des chroniques d'Audrey et Pierre. Donc, merci beaucoup pour ce moment et merci à toutes les personnes qui ont pu nous écouter aujourd'hui. Et qui nous écouteront aussi en podcast et en replay parce que Pierre vous a mis tous les liens. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de nous écouter, de nous voir, vous pouvez le faire lors de votre prochain footing, en vous endormant, en courant dans la salle de sport. Voilà.
Au bout de 5 partages, vous avez un Tupperware. Il faudrait commencer une chaîne comme ça. Thibaut, qui on voit la prochaine fois? Qui on accueille? Eh bien, on voit Élise Fabin qui a créé le compte Instagram, pour ceux qui connaissent, Balance ta startup, qui a fait pas mal de bruit, qui a été beaucoup repris aussi dans la presse et qui dénonce un petit peu les conditions de travail des salariés dans certaines startups et notamment le harcèlement. Donc, il y a plein de choses à dire. On est hyper content d'accueillir Élise dans 2 semaines. Voilà, donc on se retrouve tous ensemble. Ce sera l'avant-dernier épisode de la saison 2. Et voilà pour aujourd'hui, Pierre. Super. Eh bien, écoutez, on vous dit tout ça très bientôt et on est en train de brainstormer saison 3, pas de saison 3. Le suspense est total et intense. Mais en attendant, voilà le générique de fin. À dans 15 jours. À bientôt. Be surprised.